Bonjour à tous, désolé pour le léger retard et bienvenue sur ce webinaire proposé par le CSTB Formation. C'est bon. Donc, bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par CSTB Formation qui traitera aujourd'hui de la rénovation énergétique. Donc, au programme, on a prévu un temps sur les enjeux de la rénovation avec des aspects méthodologiques et des solutions techniques. Ensuite, on abordera notre solution de formation et on prendra peut-être 10 à 15 minutes pour un temps d'échange sur des questions-réponses. Donc, au niveau des modalités, vos micros sont coupés, pardon. Vous pouvez poser vos questions au fil du webinaire. Par écrit, vous avez un onglet questions qui vous permet de poser vos questions au fil du webinaire. Et puis, on y reviendra en fin de webinaire pour y répondre. Donc, pour ce webinaire, je serai accompagné, enfin, moi, je me présente déjà dans un premier temps. Je suis Abou Traoré, chef de projet au CSTB Formation. Et je serai accompagné de Nathalie Chang, qui est directrice du bureau d'études Tribu Énergie. Avant de commencer, je voulais vous faire participer un petit peu sur les enjeux de la rénovation par un petit questionnaire que vous devriez voir à l'écran. C'est bon, on le voit. Vous le voyez? D'accord. Donc, la question, c'est à horizon 2025, l'objectif de diminution de la consommation énergétique du parc immobilier par rapport à 2010, selon vous, est de 28%, 38%, 48% ou 58%? Je vous laisse une dizaine de secondes pour répondre et ensuite on fera un tour de vos réponses. Donc, je répète la question. À horizon 2025, l'objectif de diminution de la consommation énergétique du parc immobilier par rapport à 2010 est de 28%, 38%, 48% ou 58%. Je vous laisse encore quelques secondes et ensuite on passera au résultat. Donc, vous êtes 18% à avoir répondu 28%, 44% à avoir répondu 38%, 28% à avoir répondu 48% et 10% à avoir répondu 58%, sachant que la bonne réponse est 38%. Effectivement, l'objectif de diminution est de 38% par rapport à 2010 à horizon 2025. Donc, pour aborder les enjeux de la rénovation, je vais passer la main à Nathalie. Donc, Nathalie, si tu veux, enfin, je vais passer la slide. Bon, bah déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Nathalie Chang, je dirige le bureau d'études Tribu Énergie, qui est un bureau d'études spécialisé en flux d'énergie et environnement. Et donc, nous intervenons régulièrement comme formateurs pour le CSTB Formation. Et notamment sur le sujet de la rénovation énergétique. Donc, Abou, je veux bien que tu projettes mon diaporama. Super, merci beaucoup. Donc, bon, un petit clin d'œil sur le parc. En fait, là, bon, c'est pour vous donner les grandes tendances où on s'aperçoit que finalement, le parc existant, c'est majoritairement du résidentiel pour les 3/4, avec de la maison, de l'immeuble collectif, qui représente à la fois la plus grande partie des surfaces construites, mais également des émissions de CO2 et des consommations énergétiques. Le dernier quart, donc, concerne tout le secteur tertiaire et pourtant, il n'est pas laissé pour compte dans les dispositifs réglementaires comme nous allons le voir. Je veux bien que la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, les enjeux, on parle beaucoup aujourd'hui effectivement de massification de la rénovation énergétique. Qui a pour objectif de réduire notre impact carbone pour s'inscrire dans l'objectif de la neutralité carbone, notamment à travers la stratégie nationale bas carbone. Donc la France s'est vraiment engagée de manière très forte à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. Et l'objectif, c'est qu'en 2050, nous soyons neutres en carbone, c'est-à-dire que nous n'émettions pas plus de carbone que nous pouvons en absorber.
Et ça a un impact très fort, donc, puisque le secteur du bâtiment émet quand même un quart des émissions carbone. Et pour pouvoir arriver à ces objectifs hyper ambitieux à travers la stratégie nationale bas carbone, il va falloir rénover de manière drastique. Mais attention, rénover bas carbone notamment avec un changement de cap sur le sujet de l'approvisionnement énergétique. Deuxième sujet, c'est aussi ça permet cette massification de la rénovation énergétique, de réduire les dépenses pour mieux lutter contre la précarité énergétique notamment. C'est pour ça que la plupart des aides financières sont axées autour du sujet des foyers qui sont le plus dans le besoin. C'est également plus de résilience face à l'augmentation du prix des énergies. Je pense que vous avez suivi les débats, les annonces récemment de l'envolée de certains types d'énergie. Donc, rénover, ça permet aussi de se protéger, puis de diminuer notre déficit commercial par la même occasion. Et le dernier point, pas des moindres, quand on parle de plan de relance, ça permet de créer beaucoup d'emplois, à la fois chez les industriels, mais également en matière de pause, d'ingénierie, de tous les secteurs qui peuvent être concernés. L'objectif, c'est de rénover environ 700 000 logements par an. Donc, c'est un objectif qui est très, très, très ambitieux. Alors, c'est vrai que ces dernières années, nous avons eu énormément de textes de loi qui se sont intéressés au sujet des bâtiments existants. Alors, il y a eu des textes à l'échelle européenne, puisque finalement, c'est ce qui a amorcé les premières réglementations en France. C'est la directive performance énergétique qui avait été publiée en 2003, donc il y a déjà 18 ans. Et ces dispositifs ont été ça a été complété à travers 3 grands textes de loi, un par gouvernement. Le premier, donc, le Grenelle de l'environnement avec le gouvernement Sarkozy, un autre avec le gouvernement Hollande avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et le troisième avec le gouvernement Macron et mesdames Pompili et Vargon au gouvernement pour la loi énergie-climat. Donc, ces trois grands textes de loi ont effectivement instauré des pistes et notamment donné des directives en demandant la publication de décrets et d'arrêtés pour transcrire ces objectifs qui étaient indiqués dans la loi. Donc, on va voir maintenant. Et depuis, c'est vrai que depuis 2005, en fait 2006, il s'est passé énormément de choses. Avant 2006, en fait, il n'y avait aucun texte réglementaire sur la performance énergétique dans les bâtiments existants. Cette diapo était complètement vide. En 2006, on a commencé à avoir une profusion, une tempête de grêle de textes de toutes parts, avec des décrets, des arrêtés qui nous ont annoncé plein de mesures qui commençaient à être mises en place sur ce sujet des bâtiments existants. Il y a des textes qui ne sont plus d'actualité, comme par exemple le premier texte sur le décret et l'arrêté DPE qui date de 2006. Il a été remplacé par des mises à jour au fil de l'eau. Mais voilà, c'est quand même eux qui ont amorcé le sujet. Il y a eu un texte assez important, un décret le 19 mars 2007 qui était un décret qui annonçait la mise en place d'une réglementation élément par élément lorsqu'on fait des travaux de manière indépendante, et un autre texte sur la réglementation thermique de manière plus globale dans les bâtiments. Et en parallèle, il annonçait également la réalisation d'études de faisabilité, d'obligations d'études de faisabilité sur les approvisionnements en énergie lorsque finalement le projet a une rénovation suffisamment importante et se retrouve soumis à la réglementation globale. Donc en haut, vous avez en fait les dates de publication des textes réglementaires. En bas, vous avez les dates d'application à partir desquelles ces dispositifs se sont appliqués. Et quand il y a un petit sens interdit, c'est que le texte n'est plus d'actualité. Mais vous voyez que, alors, où a été l'arrêté RTX par élément, en fait, il a été complété. C'est pour ça que je ne l'ai pas
je ne l'ai pas encore supprimé. Donc, si on va sur la diapositive suivante, donc là, on est dans la frise chronologique entre 2011 et 2013. À nouveau, eh bien, nous avons eu énormément de textes qui ont été publiés, suite d'ailleurs toujours en continuité de la loi Grenelle, avec un texte très intéressant qui est la transmission des DPE à l'ADEME, qui dispose aujourd'hui d'une base de données absolument phénoménale sur justement l'évolution et de la rénovation de notre parc. En 2012, 6 ans après le premier DPE, eh bien, il y a eu une petite période de lifting de ce DPE pour fiabiliser le dispositif, mais qui se retrouve à n'être plus trop d'actualité avec l'actualité de l'été dernier et la mise à jour de ce diagnostic de performance énergétique. Et nous avons eu également un texte très important qui obligeait les copropriétés de plus de 50 lots à réaliser un audit énergétique. Et lorsqu'on était en chauffage collectif, quand on était sur un chauffage collectif avec moins de 50 lots, on avait l'obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique. Alors après, ça a été appliqué, pas appliqué, selon les votes en assemblée générale. Étant donné qu'il n'y avait pas d'amende sur le sujet, tous les audits n'ont peut-être pas été réalisés, mais en tout cas, le texte, normalement, l'impose. On a eu un premier texte également il y avait eu un texte dans les années 70 qui existait sur l'obligation de réaliser de la répartition de frais de chauffage, mais qui était avec un indicateur en francs, donc qui n'était plus du tout appliqué. Il avait été republié, ce texte, en 2012. Mais voilà, il était, je dirais, il n'a pas été suffisamment appliqué, donc il a été remis à l'ordre du jour d'une deuxième, via la loi de transition pour la transition énergétique pour la croissance verte, en intégrant une amende pour que ce dispositif puisse être appliqué. Donc, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs sur la diapositive suivante, où là, on bascule sur les années de 2016 à 2018, avec donc là, la transcription de textes réglementaires qui venaient de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Un premier décret qui a été publié sur les travaux embarqués. Donc là, on est sur la particularité, en fait, c'est que les dispositifs précédents, notamment liés à la réglementation élément par élément et la réglementation globale dans les bâtiments existants, c'était des dispositifs très intéressants qui ont toute leur raison d'être, mais qui ne s'appliquent que lorsqu'on décide de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Quand on ne souhaite pas en faire, eh bien, on n'avait en tout cas aucune exigence sur le sujet, si ce n'est le diagnostic de performance énergétique qui donnait une indication sur le positionnement du logement. Là, la loi de transition énergétique par la croissance verte, elle va beaucoup plus loin en matière d'obligations. Donc déjà, il y a le décret travaux embarqués, puisque normalement, aujourd'hui, à partir du moment où on décide de faire un ravalement de façade, une réfection d'étanchéité de toiture-terrasse, on change la couverture de la toiture, ou on aménage des pièces dans un logement, dans un bâtiment, eh bien, on a l'obligation de coupler ces travaux avec des travaux de rénovation énergétique. Texte assez peu connu, mais quand même très, très important en matière d'application. Et ça donne vraiment un premier impact. Alors, bien sûr, il y a des possibilités de dérogation. On ne va pas isoler des bâtiments haussmanniens par l'extérieur parce qu'ils ont des caractéristiques patrimoniales. Donc, il y a bien sûr tout un jeu de dérogation possible selon les typologies de bâtiments, mais en tout cas, ça donne quand même un signal assez fort. Deuxième série de textes, là, c'est l'actualisation. Non, alors on reste là, voilà, sur l'arrêté donc qui est révisé sur la répartition des frais de chauffage en collectif, qui lui donc déjà a supprimé finalement
le coefficient de dépassement qui était de 350 kWh sur les consommations de chauffage. Donc là, on est sur tous les bâtiments quasiment sont concernés, sauf les plus récents, et avec une amende de 1 500 € par an par logement si jamais les répartiteurs ou les compteurs ne sont pas installés dans les bâtiments. Donc bien sûr, ce texte a eu un impact beaucoup plus fort que le précédent et a vraiment incité à mettre en place des répartiteurs de frais de chauffage dans l'ensemble des bâtiments résidentiels en chauffage collectif. En 2017, on a eu la révision de la réglementation élément par élément. Celle qui datait de 2007, donc 10 ans après, avec des coefficients beaucoup plus ambitieux et surtout avec des coefficients qui annonçaient des renforcements en fonction des années, avec un calendrier donc selon 3 périodes. Et on a eu alors un texte qui existait finalement dans la loi Grenelle, qui était le décret d'obligation de travaux dans les bâtiments tertiaires. C'était dans la loi Grenelle. Un premier texte a été publié en 2017. Mais ce texte, il a eu beaucoup d'aléas puisque finalement, il a été suspendu du fait qu'il était très critiqué au regard de sa date d'application qui était trop proche de la publication du décret. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce texte, il a été repris. On va le voir sur justement la diapositive suivante. Avec donc il a été remplacé par le décret éco-énergie tertiaire en juillet 2019 qui a été publié et qui a été complété donc par des arrêtés méthodes, un premier en avril 2020, un deuxième en janvier 2021 et on en attend encore d'autres pour les autres secteurs d'activité. Donc ça, ce sont des textes qui sont effectivement très, très impactants et qui nous demandent à partir donc pour tous les bâtiments tertiaires à partir de septembre 2022 de remplir la plateforme Opéra de l'ADEME avec le choix d'une année de référence, la déclaration du site avec toutes les caractéristiques liées au bâtiment. Et avec un objectif très très ambitieux puisque ce décret éco-énergie tertiaire, il nous annonce un objectif de 60% d'économie d'énergie pour les bâtiments tertiaires d'ici 2050. Donc on va même au-delà des 38 du quiz d'Abou. Donc 60% d'économie d'énergie avec la possibilité soit d'appliquer effectivement ce décret par une méthode en valeur relative, soit d'appliquer des valeurs absolues qui sont publiées au fil de l'eau dans ces différents arrêtés. On a ensuite un décret BAC qui en fait vient nous obliger pour des bâtiments ayant une certaine puissance à mettre en place des dispositifs de gestion et de régulation. Et enfin, nous avons le diagnostic de performance énergétique qui a été revu pour la 3e fois, c'est pour ça qu'on l'appelle le V3, avec un texte qui a été publié le 31 mars 2021 et une application à partir du 1er juillet 2021, donc qui a subi quelques petits rebondissement ces derniers mois parce qu'effectivement la méthode de calcul avait été intégralement revue pour justement s'inscrire dans le processus de fiabilisation et d'opposabilité du DPE. Certains coefficients par défaut avaient été introduits et étaient relativement pénalisants, ce qui fait que les diagnostiqueurs avaient constaté que ça doublait le nombre de passoires thermiques, entre guillemets, pour certaines typologies de bâtiments. Donc voilà, la méthode a été un peu retravaillée pour rester dans les mêmes tendances que ce qui existait déjà dans l'ancien DPE pour ne pas justement trop pénaliser les futures interdictions comme on va le voir tout à l'heure. Donc, sur la diapositive suivante, il reste encore des textes à venir qui vont être publiés
sur notamment l'interdiction des chaudières alimentées au fioul et l'obligation de réaliser des audits énergétiques réglementaires lors de la vente, entre guillemets, de passoires thermiques. Donc, ce sont des textes. Donc, vous voyez une activité finalement réglementaire très, très riche dans les bâtiments existants, de nombreux textes. Alors, j'ai essayé de vous les ranger de manière un petit peu pour s'y retrouver. Il y a des textes à appliquer lorsqu'on est sur des travaux de rénovation. Donc ça, c'est la réglementation dans l'existence, soit globale, soit élément par élément. Il y a l'étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui est appliquée si on est soumis à la RT globale. Lors de la vente ou d'une location, eh bien, aujourd'hui, on a le diagnostic de performance énergétique qui va être donc notre texte socle avec ses interdictions ou obligations associées. Et puis, on a aussi de nombreux textes à appliquer dans d'autres cas de figure. Eh bien, les travaux embarqués, je vous l'ai dit, quand par exemple, on refait un ravalement de façade. On a des textes qui s'appliquent spécifiquement au logement, comme l'individualisation de chauffage. On a également des textes sur la décence des logements en location et l'obligation de réaliser des audits énergétiques ou des DPE dans les copropriétés en chauffage collectif. Il y a des spécificités sur les bâtiments tertiaires. Donc là, c'est notamment l'obligation de travaux à travers le décret éco-énergie tertiaire, le décret BAC, les audits énergétiques dans les grandes sociétés qui ont démarré déjà il y a quelques années et le diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics. Donc voilà un petit peu pour vous y voir plus clair dans ce dispositif réglementaire. On va voir ensuite, donc bon, ça c'était pour vous rappeler le volet, mais qui aujourd'hui doit être quand même bien connu des deux réglementations entre la réglementation élément par élément et la réglementation globale. Donc, celle de élément par élément a été réactualisée en 2017. Par contre, la réglementation globale n'a toujours pas été revue depuis 2008. C'est une réglementation qui commence à être assez ancienne, puisque eh bien, elle a désormais 13 ans, ce qui est assez vieux pour une réglementation. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui de dispositifs qui sont prévus pour la réactualiser, étant donné qu'il y a plein d'autres choses qui sont en train de se passer avec les textes réglementaires que je vous ai montrés ici. Donc aujourd'hui, elle s'applique toujours avec les seuils qui ont été publiés en 2008 et on va l'appliquer finalement sur assez peu de cas de figure puisqu'il faut que la surface en œuvre nette dépasse 1000 m², que le coût de travaux de rénovation énergétique soit supérieur à 25% de la valeur du bâtiment, cette valeur du bâtiment étant indiquée dans un arrêté et soumis à un taux d'actualisation. Et ça concerne uniquement les bâtiments qui ont été construits après 1948. Alors, il faut savoir quand même que pour des réhabilitations très lourdes, pour celles et ceux qui souhaiteraient aller bien au-delà de cette réglementation globale qui commence à être un peu vieillissante, eh bien, le texte de la RE 2020 autorise l'application de la RE 2020 pour des bâtiments qui seraient rénovés, réhabilités, restructurés. Donc, voilà, on a une possibilité, en tout cas, d'appliquer un dispositif aujourd'hui beaucoup plus ambitieux si on veut amener une restructuration lourde, notamment à un niveau qui est équivalent à celui d'un bâtiment neuf. Donc là, vous avez, eh bien, depuis le 1er juillet, comme je vous le disais, nous avons un nouveau diagnostic de performance énergétique qui a été complètement relifté, vous voyez, avec un format qui est quand même beaucoup plus sympathique que celui que nous avions auparavant, qui est beaucoup plus complet. Là je vous indique uniquement les 2 premières pages, mais il est très riche en matière d'information.
À la fois, donc là, vous avez une étiquette avec de l'énergie primaire, des émissions de gaz à effet de serre, des dépenses énergétiques, des informations aussi sur le confort d'été, et puis des notations sur l'enveloppe, sur les systèmes énergétiques, puis toute la partie ensuite descriptive. Alors, ce qui est vraiment très nouveau dans ce nouveau diagnostic de performance énergétique, c'est que l'étiquette dont on avait l'habitude de A à G avec toutes ces jolies couleurs du vert au rouge est désormais avec une double échelle. Une double échelle, c'est-à-dire qu'on prend à la fois en compte les consommations en énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, un projet qui serait hyper bon en émissions de gaz à effet de serre, mais pas extraordinaire en énergie primaire, eh bien, voilà, ça sera la valeur mine liée à l'énergie primaire. Et à contrario, un projet pourrait être très, très bon en matière d'énergie primaire, mais pas extraordinaire en matière d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien là, il va avoir son étiquette dégringolée par rapport au précédent DPE. C'est le cas, par exemple, de rénovation qui pouvait être, par exemple, BBC et Finergie Rénovation, mais qui avait été réhabilité avec des énergies fossiles. Et là, on n'est plus en classe A, on va basculer sur des classes C ou D selon les cas de figure. Donc, c'est vraiment le message très important. Ce nouveau DPE, c'est vraiment une double classe qui prend en compte à la fois l'énergie primaire et le CO2. Sur la slide suivante, et ça va avoir un impact qui là va être très, très important, puisqu'il y a des logements qui vont se retrouver être interdits à la location, notamment les logements en classe G, où là, ça arrive de manière imminente, les logements en classe F à partir de 2028, et aussi pour ces logements, l'interdiction d'augmenter les loyers. Et puis à partir de 2034, ce seront les logements qui vont être en classe E. Donc des mesures hyper incitatives auprès des propriétaires bailleurs de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans ces logements qui sont considérés désormais comme des passoires thermiques. Donc bien sûr, ça va inciter à réaliser des travaux. Bien sûr, les enjeux d'une rénovation thermique, c'est qu'on doit s'efforcer de répondre à 5 points. C'est améliorer le confort des occupants dans le bâtiment, c'est quand même la moindre des choses. Bien sûr, c'est de réduire les consommations énergétiques, faire des économies de charge. Et maintenant, il y a le sujet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est également de contribuer à la pérennité du bâtiment, en particulier à l'hygroscopie. Et c'est pour ça que pendant des années, les bâtiments d'avant 48 n'étaient pas vraiment soumis à des dispositifs réglementaires parce qu'il y avait une crainte sur les pathologies qui pouvaient être engendrées dans ces bâtiments anciens. Aujourd'hui, on maîtrise quand même le sujet. On a différentes techniques qui permettent de réhabiliter ces bâtiments anciens de manière performante. C'est aussi de mettre en place des choix plus respectueux de l'environnement. Respectueux, ça peut être effectivement de choisir des matériaux qui ont des impacts carbone moins importants, même si ce n'est pas aujourd'hui réglementé comme dans la RE 2020 où on ne prend pas en compte l'impact carbone des matériaux liés à la rénovation. Et bien sûr, c'est de respecter aussi la valeur patrimoniale, architecturale et paysagère du bâtiment. Donc, cette performance énergétique, en fait, il y a quand même énormément de contraintes, il y a beaucoup d'effets collatéraux, d'où le fait qu'on incite les audits en fait de copropriété se sont transformés avec via le DTG, le diagnostic technique global, avec des approches plus élargies, parce que ce n'est pas le bureau d'études tout seul qui vient faire un audit énergétique qui peut être acteur seul en matière de prescription. Il y a trop d'impact sur des sujets comme l'acoustique, le choix par exemple des fenêtres ou d'isolants qui seraient thermoacoustiques dans des zones qui sont exposées au bruit, ou même quand on va rénover un bâtiment pour éviter les plaintes qui sont très fréquentes d'un logement par rapport à un autre.
question de la perte de l'isolation, la perte de la chape quand on isole par l'intérieur. La question de l'incendie, est-ce qu'on ferme les loggias? Est-ce qu'il y a le choix de certains types d'isolants, le choix de la ventilation, côté architectural, bien entendu, avec le côté patrimonial, l'isolation par l'extérieur qui a un impact sur l'architecture, le remplacement des baies. La plus grande aberration qu'on a aujourd'hui, c'est quand même de remplacer des fenêtres en gardant les dormants existants. Quand on passe le bâtiment à la caméra infrarouge, on se retrouve avec des ponts thermiques monumentaux tout autour de ces fenêtres et on est très fiers de les avoir changés avec du double vitrage. On a ensuite l'intégration des énergies renouvelables. La sécurité, quand on vient mettre en place des caissons de VMC sur les toitures, qui sont des garde-corps, questions d'accessibilité, question de financement avec les coûts d'investissement, de financement, de charges, des aides financières, aller vers de la garantie de performance énergétique. L'environnement, le choix de matériaux biosourcés, carbone, l'économie circulaire. La qualité d'air intérieur avec la mise en place d'une ventilation et la santé, il y a un petit mot qui a disparu dans la slide, mais il y a question des légionnelles, mais surtout de l'amiante qui en rénovation est notre problème redondant puisqu'on trouve dans certaines constructions de l'amiante un petit peu partout qui nous freine souvent sur les choix techniques qu'on pourrait faire. Donc voilà pour ces enjeux. Et donc, la priorité, c'est effectivement quand on fait une rénovation énergétique, je dirais, il y a la pyramide idéale, c'est celle qu'on voit à l'écran. On améliore l'isolation de l'enveloppe. Ensuite, on couple ça, bien sûr, avec une maîtrise de la ventilation, puisque beaucoup de bâtiments sont ventilés naturellement. Donc, à partir du moment où on vient isoler, étanchéifier le bâtiment, on a des risques de pathologie liés au développement de moisissures et puis surtout à la dégradation de la qualité d'air intérieur. Ensuite, on met en place des systèmes performants, on régule, on programme et on met en place des énergies renouvelables. Sauf que ça, c'est le cas, entre guillemets, idéal. Ça marche très bien pour un bâtiment neuf. Pour l'existant, la pyramide, elle est relativement... elle va dans tous les sens, comme on va le voir sur la diapositive suivante. Puisque là, dans l'existant, finalement, c'est déjà, on agit sur le comportement des occupants, on essaie de chasser, on fait la chasse au kilowattheure superflu. Ensuite, on optimise l'exploitation des équipements avec de la programmation, de la régulation. Ça, c'est quelque chose de très important quand on réalise des audits énergétiques, notamment que ce soit sur des bâtiments publics ou privés. On s'aperçoit qu'il y a énormément de gaspillage avec des pièces qui ne sont plus occupées depuis des années, qui continuent à être chauffées, ventilées. Donc ça, il y a de vrais enjeux en matière de programmation, régulation. Souvent, on se met à remplacer les équipements existants quand ils tombent, quand ils tombent en panne. Donc là, on les remplace par des équipements plus performants on couple ça avec des dispositifs de contrôle, de gestion active, notamment sur l'éclairage, le chauffage, la ventilation, la climatisation. Et souvent, les travaux liés à l'enveloppe du bâtiment sont un peu sont relégués à l'avant-dernier plan parce que ça coûte très très cher. Les temps de retour peuvent être très longs, notamment sur l'isolation, sur le remplacement des fenêtres. Puis les énergies renouvelables se retrouvent être un peu la petite cerise sur le gâteau quand il nous reste un petit peu de budget. Donc voilà un petit peu sur cette pratique. Mais pour conclure, bien sûr, des rénovations performantes, c'est tout à fait possible, quelles que soient les typologies de bâtiments, qu'on soit sur des bâtiments patrimoniaux ou non, qu'on soit sur des opérations de petite envergure ou beaucoup plus larges, c'est tout à fait possible. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas tuer le gisement en faisant les bons choix dès le début. Donc c'est vrai que c'est de sécuriser, notamment avec des missions complètes de l'audit énergétique qui va répertorier toutes les actions possibles, mais audit énergétique, comme je vous le disais, audit global, avec vraiment une dimension qui soit plus large, avec des études de conception, du suivi pour les travaux, mais également des consommations énergétiques.
Et gardez en tête, parce qu'aujourd'hui, ben, on a aussi l'envie quand on fait des réhabilitations, de mettre en place des systèmes techniques innovants et surtout de ne pas oublier les missions de commissionnement des installations s'il y a de la complexité ou de l'innovation, pour éviter que finalement ces installations techniques ne fonctionnent plus à la fin. Donc, je crois que ben voilà, ça devait être normalement ma dernière slide et je laisse Abou continuer sur les offres du CSTB formation en matière de rénovation énergétique. Merci Nathalie. Donc, comme on a pu le voir au cours de la présentation de Nathalie, il y a beaucoup d'enjeux liés à la rénovation, beaucoup de sujets à traiter pour aborder une opération de rénovation. Et je vous propose dans ce cas-là de participer encore sur un nouveau quiz pour savoir sur quel sujet de formation quel sujet vous aimeriez suivre en formation. J'en ai listé quelques-uns. Donc, l'isolation thermique, la rénovation bas carbone, la rénovation des bâtiments tertiaires, la rénovation acoustique, la numérisation du patrimoine existant. Pareil, je vous laisse quelques secondes pour répondre et puis ensuite on fera un petit tour de vos différentes réponses. Donc, sur les sujets que vous aimeriez suivre en formation, l'isolation thermique, la rénovation bas carbone, la rénovation des bâtiments tertiaires, la rénovation acoustique ou la numérisation du patrimoine existant. Donc, si on fait un petit tour des différentes réponses, on va avoir 26% de personnes qui sont intéressées par l'isolation thermique, 38% d'entre vous qui sont intéressés par la rénovation bas carbone, 16% sur la rénovation des bâtiments tertiaires, 8% sur la rénovation acoustique et 11% sur la numérisation du patrimoine existant. Donc sur la slide suivante, je vous propose de voir les différentes formations que l'on peut vous proposer sur ce sujet-là. Donc déjà, dans un premier temps, vous aurez un lien sur une page spécifique sur notre site qu'on a dédiée à la rénovation énergétique, où vous retrouverez quelques informations, les différentes formations que nous proposons sur le sujet. Et dans ces formations-là, vous pourrez retrouver le parcours de formation sur la rénovation à haute performance thermique et acoustique, qui est un parcours de 4 jours, avec 2 jours sur la rénovation bas carbone et 2 jours orientés sur la rénovation acoustique. Donc, à la fin de ce parcours, il y a un examen de fin de formation. Et si vous réussissez l'examen, il y a un certificat de réussite qui est remis aux participants. Ensuite, j'ai listé les formations que nous proposons sur l'isolation thermique. Donc, on a une première formation qui est l'isolation thermique en neuf et en rénovation sur 2 jours, qui aborde un petit peu les fondamentaux de l'isolation thermique et sur le premier jour, et une deuxième journée dédiée spécifiquement à la rénovation. Donc, Abou, excuse-moi de t'interrompre, on est toujours sur la slide du sondage. Donc oui, je pense qu'il manquait. Désolé, je pense que c'est bon. Désolé. Merci Nathalie. Donc, c'est une formation co-animée par le CSTB et par Pouget Consultant. Et ensuite, on a une seconde formation spécifiquement à l'isolation thermique par l'extérieur, avec une première journée sur tout ce qui va être ETICS, et une seconde journée sur les bardages. Donc là, c'est 100% animé par le CSTB. Et c'est une formation qui est sur 2 jours. Pour les personnes qui étaient intéressées par la rénovation des bâtiments tertiaires, on a une formation sur le décret tertiaire qui aborde les obligations et les leviers d'action pour appliquer le décret. Donc là, c'est animé en principe soit par Nathalie ou une personne de son bureau d'études. Donc c'est une formation que l'on propose sur une journée. Et enfin, on a une formation sur la numérisation du patrimoine existant, qui est une formation sur 2 jours, qui vous permet de savoir comment digitaliser son patrimoine avec des maquettes BIM, sachant que le BIM risque d'avoir un impact important pour les opérations de rénovation. Donc après, pour tout projet sur mesure, vous pouvez contacter notre ingénieur conseil information Myrtille. Je vous ai mis ses coordonnées, sachant que pour répondre à des questions qui étaient sur le fil,
le lien du replay du webinaire ainsi que la présentation vous seront envoyés dans l'après-midi. Donc à ce niveau-là, vous aurez tous ces éléments. Et enfin, pour terminer, je vous ai mis également les liens vers notre site pour retrouver toute notre offre de formation. Donc là, vous voyez des petits visuels sur la RE 2020, le petit onglet rénovation. Et puis, je vous ai également mis un lien vers notre chaîne YouTube. Comme on tourne pas mal de petites vidéos qu'on appelle en 30 secondes pour expliquer un petit peu certains sujets. Donc là, je vous ai mis les visuels sur les grandes étapes d'une rénovation en 30 secondes, mais aussi l'interview que vous avez dû voir dans l'actu formation que vous avez reçue avec Caroline Bouteloup sur la rénovation énergétique. Donc, après avoir fait le tour, je vous propose de passer au petit temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions grâce à l'onglet questions. Et on va commencer avec une première question qui était sur... Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. La plateforme ne concerne que les 1000 mètres carrés. Si Madame Thierry pouvait... en fait, moi, je ne sais pas où on trouve dans GoToWebinar, je ne suis pas très douée. Les questions, donc je ne les vois pas. Si tu vas sur les différents onglets, tu as un onglet qui s'appelle questions. Dans les différents onglets, j'ai un truc question. Et ben, ça y est. Alors, voilà, donc ça y est. Bonjour, la plateforme ne concerne que les 1000 mètres carrés. Donc, je ne sais pas non plus, il faudrait préciser la question parce que pour 1000 mètres carrés, ça dépend si on parle du décret éco-énergie tertiaire. Donc là, le décret éco-énergie tertiaire concerne effectivement les bâtiments, bâtiments ou sommes cumulées de plus de 1000 mètres carrés. Ou si c'était sur la partie logement, mais là, je n'ai pas tout à fait compris la question. Mais du coup, si la personne qui a posé la question pouvait repréciser pour que nous puissions y répondre. Oui, tout à fait. Je propose de passer à une autre question. En ce qui concerne les logements qui seront interdits à la location selon la classe... Il y a effectivement, il y a eu un report de 2025 à 2023. C'était une ancienne slide, donc le report est à 2025. D'accord. Sinon, est-ce que l'exigence de performance énergétique concerne tous les logements collectifs, privés et parcs sociaux? Alors, au niveau des bâtiments, des logements qui seront interdits à la location selon la classe énergétique. C'est interdit à la location pour le neuf et pour le privé, oui, bien entendu. Et le parc social également? Ah bah oui. D'accord. Oui, tout à fait. Pour le privé, pour le social, oui, tout à fait. Ensuite, y a-t-il un seuil minimum du nombre de logements sur l'obligation de mise en œuvre de systèmes d'individualisation des frais de chauffage? Et non. Non, là, il n'y a pas de nombre de logements minimum comme pour l'audit de copropriété où c'est 50 lots ou comme le 1000 mètres carrés. C'est dès qu'on a du chauffage, c'est dès qu'on a du chauffage collectif. Très bien. Ensuite, sur les formations, il y a une personne qui dit avoir raté l'offre de formation sur le bas carbone. Donc, comme je vous le précisais, vous recevrez la présentation que nous venons de faire et vous retrouverez le lien vers la formation concernée. Donc, si vous êtes intéressé pour la prochaine session qui se déroulera du coup en 2022, n'hésitez pas à vous inscrire. Ah oui, d'accord. Donc les 1000 mètres carrés, c'était sur le sujet, alors plateforme Opéra, mais en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que le décret tertiaire, en fait, s'applique à partir de 1000 mètres carrés. Mais il s'applique à partir de 1000 mètres carrés. Si vous avez, par exemple, un immeuble avec des plateaux de bureaux de 300 mètres carrés et sur 5 niveaux, eh bien, l'immeuble dans son ensemble, comme il fait plus de 1000 mètres carrés, il est soumis au décret tertiaire, mais en fait, chaque copropriétaire
même s'il a moins de 1000 mètres carrés de surface, il doit déclarer dans la plateforme Opéra son lot, là, donc je vous donnais sur l'exemple de 300 mètres carrés. Donc, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est pas du on-off, en fait, sur les 1000 mètres carrés. Et de même, si quelqu'un, par exemple, est sur un complexe de bâtiments, ça arrive relativement fréquemment d'être sur un site, notamment des sites industriels où il y a plusieurs une même entité, mais qui a plusieurs bâtiments avec donc différents bureaux dans différents bâtiments, eh bien, c'est bien la totale, c'est le cumul des 1000 mètres carrés qui va être, si le cumul fait plus de 1000 mètres carrés, la parcelle sera soumise au décret tertiaire, mais uniquement sur la partie tertiaire de chacune des entités. Donc, voilà, il y a quelques petites subtilités sur ce sujet des 1000 mètres carrés. Très bien. Ensuite, nous avons une question sur les formations pour une personne qui souhaiterait suivre toutes les formations en une seule fois, en un seul cursus. Écoutez, si vous êtes intéressé par toutes les formations, on peut très bien vous proposer un parcours personnalisé. Bien sûr, on fera un tarif personnalisé, mais c'est tout à fait possible. Ensuite, nous avons une question sur l'éventuelle obligation de DPE pour un immeuble d'habitation en copropriété est-elle dépendante du temps d'exploitation? Exemple, résidence systématiquement ouverte en période de vacances d'été. Oui, normalement, il y a quelques ajustements, justement. On a une question, comment est mesuré le volume des émissions de gaz à effet de serre par le bâtiment et quel est le texte de référence? En fait, les émissions de gaz à effet de serre, c'est les émissions de gaz à effet de serre liées à l'exploitation, donc liées aux énergies. Donc, on fait le calcul finalement des consommations énergétiques conventionnelles dans le DPE et on va multiplier ça par des coefficients de conversion liés aux émissions de gaz à effet de serre pour chacune des émissions. Ce n'est pas une étiquette en émissions de gaz à effet de serre carbone, construction, bâtiment. C'est bien une étiquette GES liée aux émissions à l'impact carbone des énergies. On a une question sur l'interdiction des chaudières fuel. Quid de celles existantes qui seront à réparer? Normalement, dans le texte qui est prévu, il sera toujours possible de réparer des chaudières fuel. L'interdiction, elle sera de remplacer intégralement une chaudière fuel. D'accord. On a une question. Pourrait-on imaginer isoler partiellement avec une isolation thermique par l'extérieur un bâtiment en pierre et une autre partie avec isolation thermique par l'intérieur pour répondre aux exigences sur performance énergétique rénovation? Oui, alors on peut bien sûr, on peut faire tout ce qu'on veut, mais et même, j'irai même plus loin. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de l'immeuble haussmannien. Un immeuble haussmannien, la façade sur cour, la façade sur rue, elle est absolument, c'est hors de question de l'isoler par l'extérieur, et même de l'isoler par l'intérieur, c'est relativement compliqué parce que souvent on a des moulures. Bon, en plus, les fenêtres ne sont pas au nu intérieur, donc ça nous fait d'énormes ponts thermiques autour des encadrements de baies. Donc, il n'y a pas forcément. Et puis, en général, les fenêtres sur rue étaient des fenêtres très généreuses pour laisser rentrer un maximum de lumière. Donc, sur la façade sur rue, on peut même se poser la question de la pertinence de l'isoler. Mais les façades sur cour, il y a énormément de possibilités parce que certaines étaient en briques. Et donc là, la brique, on peut l'isoler plutôt par l'extérieur, parce que souvent par l'intérieur, on avait toutes les pièces d'eau et compagnie, donc c'est un petit peu compliqué d'intervenir dans les logements. Mais oui, on peut faire intérieur, extérieur, on peut faire du mixte avec certaines parois qu'on ne peut pas isoler. Notamment, le cas typique, c'est les planchers qui donnent sur des terre-pleins qui sont impossibles à isoler en sous-face, bien entendu. Et si on isole sous chape, ça demande des travaux conséquents avec notamment des pertes de hauteur sous plafond. Donc là, c'est vraiment l'audit énergétique qui va pouvoir identifier les différentes pistes de travaux, d'économie d'énergie, celles qui sont plus ou moins pertinentes, et puis aussi leur impact financier. Et je te propose de terminer par cette dernière question. Existera-t-il une RE 2020 élément par élément?
Ben, en fait, elle est déjà là, c'est la réglementation, la RTX élément par élément de 2017, puisque dans la RTX de 2017, on a déjà des seuils qui vont même jusqu'en 2023. Donc, c'est pas une RE2020, c'est juste une RT, c'est la RT existante 2017 qui va jusqu'en 2023, enfin qui va au-delà de 2023 pour les seuils de renforcement. D'accord. Je vous propose de clôturer ce webinaire. Bon, on a essayé de respecter le timing. Merci à tous d'y avoir participé. Et pour les personnes qui seraient intéressées par notre prochain webinaire, il portera sur le sujet de l'économie circulaire. Je vous souhaite une bonne Écoutez, journée à merci beaucoup. tous. Merci Nathalie. Merci de votre attention et de vos questions très nombreuses qui suscitent de l'intérêt. À très bientôt donc dans les formations CSTB. Bonne journée à tous. Au revoir.